Madame, Monsieur, tout à l'heure, en annonçant les autorités qui nous accompagnent cet après-midi, j'ai oublié de vous signaler la présence, pourtant très remarquée, du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Jean-Pierre Fogui, qui est ici à ma gauche. Et je voudrais que nous lui témoignons justement notre satisfaction de l'avoir parmi nous cet après-midi. Madame, Monsieur, nous allons passer à une autre phase de cette cérémonie. Cette phase-là, elle est davantage intellectuelle. Nous allons avoir un moment d'échange avec le fondateur de cette université. Mais avant, j'aimerais, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du RDPC, Monsieur Francis Nana, président du jury du PIC FOCAM Award, vous inviter à changer de place pour vous mettre face à l'écran, pour pouvoir suivre cette présentation que fera pour nous le fondateur de cette institution, le docteur Paul Fokam Kamonier. Nous aurons après cette présentation, comme déjà signalé, le discours du ministre de l'Enseignement supérieur. Et ce discours viendra clôturer la première phase de cette cérémonie et nous permettra d'entrer dans la seconde phase. Cette seconde phase sera justement consacrée aux awards. Et cette phase sera ouverte par un mot du président du jury, M. Francis Nana, et nous procéderons par la suite à la remise des prix. Je sais que la cérémonie semble solennelle et protocolaire, mais je voudrais vous inviter à vous sentir à votre aise, un peu comme le fait actuellement le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a reconnu dans la salle des anciens collègues du gouvernement. Je note le ministre Etame Massoma, qui est là. Je note le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui est là. Je note aussi la présence de M. Bernard Messenga-Avom, l'ancien ministre des Travaux publics, qui est là. J'ai cru apercevoir également le directeur général de la CNPS. D'où je suis, je ne vois pas tout le monde, donc je ne me permettrai pas de tous vous citer. En tout cas, l'université vous remercie pour votre présence. À présent que les uns et les autres sont installés, vous me permettrez de donner la parole au docteur Paul Fokam pour son keynote address. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Famedongo, merci d'être là. Merci d'avoir fait l'honneur pour cette institution qui est la vôtre. Je me rappelle, c'est vous qui avez mis tout en œuvre pour me rappeler qu'il faut que je vienne pour accélérer la mise en place de cette institution. C'est rare pour les ministres de l'Enseignement supérieur. C'est rare même pour le Cameroun. Et ceci mérite d'être souligné. Cette université a pour but, cette institution a pour but de vous aider dans votre mission impulsée par le chef de l'État, de promouvoir l'enseignement supérieur, de promouvoir un niveau d'enseignement supérieur digne de ce nom, capable de rivaliser toutes les autres institutions du monde. Et je vous en remercie et vous en félicite. Je suis convaincu, Monsieur le ministre, qu'il sera possible que vous restiez longtemps à la tête de ce département pour nous aider à continuer cette œuvre que le président Paul Biya a voulu que nous continuions ensemble. Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général de RDPC, messieurs les ministres, monsieur et madame les membres du corps diplomatique, messieurs les chefs d'entreprise, capitaines d'industrie au Cameroun et en Afrique, merci d'être là. Merci
de soutenir cette institution. Merci d'être toujours à nos côtés. Je ne saurais dire combien de fois je suis heureux de participer avec vous à cette aventure. Je voudrais surtout remercier les ONG, les institutions internationales, les fondations qui ont voulu donner la bourse à des étudiants de cette institution. Une fois de plus, merci. Sur ce, je ne voudrais pas beaucoup prendre le temps pour ce remerciement. Je voudrais descendre pour me mettre plus à l'aise afin de donner ce qu'on a appelé le keynote address. Merci. Comme vous pouvez le remarquer, we are in a bilingual country. Normally my speech should be in English and in French, but we are not going to do so. We are going to have the presentation in English and my address is in French, only because 80% of the audience is speaking French. That's why I am going to address to do everything in French, knowing that if at some period there is some explanation in English, please, I am going to do it. Please excuse. We are going to start by what is called Africa, a global playground. It's about l'Afrique, terrain de jeu mondial. Et comme vous pouvez le remarquer, tous les drapeaux sont plantés sur l'Afrique. Ça voudrait dire tout le monde, toute la guerre se joue sur le terrain de l'Afrique. Toute la guerre économique se joue sur le terrain de l'Afrique. Et nous, Africains, nous avons une obligation de le savoir. Ceci permet d'avancer plus loin et de vous dire quelque chose. Vous savez, sur ce terrain, il y a ce qu'on appelle les enjeux. Pourquoi sommes-nous sur ce terrain? Pourquoi devrons-nous être là? En fait, quels sont les acteurs de ce terrain? La réalité, il y a des acteurs, il y a des enjeux. Et ensuite, quels sont les instruments utilisés pour pouvoir faire cette guerre? Et enfin, quel est le terrain de jeu? Où est le terrain de jeu? Le terrain de jeu se trouve où? Et je terminerai par vous dire, en fait, je pense qu'il est important, indispensable, que l'Afrique puisse prendre conscience de l'existence de ce jeu qui se joue sur son terrain et prendre part à ce jeu qui se joue sur son terrain. En fait, le jeu, on se bat pour quoi? Quelle est la raison d'être du combat qu'on veut mener? Le premier, vous savez, c'est généralement des combats économiques. Le premier, c'est la masse de consommateurs. Et comme vous le savez, l'Afrique a normalement déjà 1,3 milliard et composé essentiellement des jeunes. Ce qui veut dire un marché qui va durer plus longtemps. Composé essentiellement de jeunes, un marché qui va durer plus longtemps. Je voudrais ajouter qu'en 2050, les prévisions de l'organisme international chargé de la population prévoient qu'on sera à 2 millions. Ça veut dire qu'on sera la plus grande masse de la population, la plus grande masse de consommateurs du monde. Est-ce pas normal qu'on puisse s'intéresser sur ce marché? Le deuxième élément important, c'est quand même les réserves. Les ressources naturelles, nous les avons. C'est en fait nous qui les possédons. Et nous les possédons toutes. Si je parle de réserves d'or, c'est encore l'Afrique qui a 40% des réserves mondiales. Si je parle de réserves de cobalt, c'est encore l'Afrique qui a 60%.
Platine, c'est encore l'Afrique qui a 90%. Et si je veux continuer, je voudrais vous présenter totalement la carte du monde de réserve et vous allez voir que l'essentiel se trouve en Afrique. Il est donc normal que le terrain de jeu, que le terrain de combat, parce que quand je parle de jeu, il faut comprendre combat, se trouve en Afrique. Mais il y a aussi que ce n'est pas seulement ça. Nous avons une diversité culturelle qui est l'une des meilleures diversités culturelles. Nous avons la forêt, beaucoup n'en ont pas. Nous avons la savane, nous avons le désert, nous avons les plateaux, nous avons les montagnes. Qui dit mieux? Personne. L'Afrique le dit, mais nous ignorons que nous les avons tous là. Et qu'avec ça, nous pouvons aller plus loin. Une fois j'ai planté les décors, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose. En fait, que sont les acteurs? Que sont les acteurs? Ou plutôt, je voudrais me reprendre autrement. Qui est la proie? Et qui sont les prédateurs? La proie, bien entendu, c'est l'Afrique, puisque je vous l'ai présenté. Mais les prédateurs, c'est qui? En réalité, c'est toutes les grandes puissances économiques mondiales. Je ne veux qu'en citer que quelques-unes. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, et j'en passe, la Russie. Pourquoi? Parce que elles ont la puissance militaire, elles ont la puissance du savoir, elles ont la puissance technologique. Nous devrons nous rendre compte, nous, que nous entrons en guerre avec des gens qui sont techniquement au point, scientifiquement au point, et que nous sommes derrière. Mais est-ce que ça veut dire que nous devrons fuir la guerre? Ma réponse est non, non et non. Mais quels sont les instruments qu'ils utilisent? Et ça, c'est très important. Les instruments sont tous là. Le premier instrument, c'est ce qu'on appelle la coopération internationale, avec tout ce que vous avez. Parce qu'on fait cette coopération internationale en disant « c'est pour votre bien ». Mais il faut mettre entre guillemets cette coopération, c'est ces organisations internationales, c'est l'ONU, c'est le PNUD, c'est l'UNESCO, c'est l'UNICEF, et j'en passe, parce qu'il y en a plein. Quel est leur objectif? Nous allons pouvoir en discuter plus longuement. Mais sachez au moins qu'ils ont un seul objectif. Transformer notre esprit. Transformer notre esprit pour regarder que les normes qu'elles ont établies, pour nous empêcher d'avoir nos propres normes, pour nous conditionner l'esprit de telle sorte que nous devenons de simples moutons dans le jeu. Mais comme on ne peut pas le faire seulement avec ces puissances, ils utilisent d'autres instruments encore plus puissants. C'est ce qu'on appelle les médias. Et vous le connaissez aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, les WhatsApp, pour nous envoyer tout ce qu'ils veulent, en contradiction avec notre propre culture. Mais aussi, il y a surtout les grands médias qui arrosent l'Afrique. CNN, BBC, France 24, CCTV, I24 ou I24, Al Jazeera. Quelle est la mission de ces organes? Leur mission, c'est, j'ai oublié Russia Today, parce que c'est très important Russia Today. Leur mission, c'est de nous faire admettre, inculquer en nous leur pensée. Et vous savez, lorsque vous arrivez à penser comme l'autre, tout de suite, vous devenez inférieur. Vous n'existez plus. Vous devrez avoir une autonomie de pensée pour pouvoir permettre. Or, ils mettent tous ces instruments à notre disposition pour penser comme eux. Qu'est-ce que nous faisons sur ce terrain
nous ne faisons pas encore grand-chose. Mais, pour terminer, parce que ça c'est les médias, parce que ça lance des messages, mais il faudrait s'assurer que ces messages vont à l'endroit où on veut que ça aille. Cet endroit, on envoie maintenant ce qu'ils ont appelé les ONG. Pour fouiller les campagnes, apprendre vos langues et dicter ce que l'Occident a bien voulu que nous ayons, pour que dans tout le cas et dans les orientations que nous avons, cela se passe exactement comme ils veulent. Ils vont nous donner leurs normes de vie. Ils vont nous transmettre leur culture. Ils vont nous aider à comprendre que nous ne sommes que des demi-hommes et que nous ne pouvons survivre que s'ils apportent de l'aide à nous. Voilà les autres instruments. Ensuite, il y a d'autres instruments que je pourrais appeler plus puissants et plus importants. C'est ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods, qui sont des arbitres partiaux, qui sont là pour organiser les choses de telle sorte que ça soit en faveur des grandes puissances économiques. Parce que c'est ces grandes puissances économiques qui les financent. Parce que c'est ces grandes puissances économiques qui leur donnent les moyens de survie. Il me semble normal, je ne les en veux pas, qu'ils pratiquent la politique de ces grandes puissances. C'est comme ça qu'on peut voir qu'on nous impose, à tort ou à travers, les plans d'ajustement structuraux, les politiques économiques, les politiques de Rostov. Mais je voudrais parier, si quelqu'un a déjà vu un pays qui se développe avec ces plans d'ajustement structuraux, alors je serais heureux de connaître ce pays-là, parce qu'à ma connaissance, je n'en connais pas du tout. Ça n'existe même peut-être pas. Maintenant, une fois le terrain est organisé, arrangé, mais il faut cueillir le fruit. Il faut cueillir le fruit. Mais qui va cueillir le fruit? On envoie donc ce qu'ils ont appelé leurs entreprises multinationales. Et on nous fait mettre même dans nos appels d'offres, il faut avoir l'expérience internationale. Ce qui voulait dire que je suis né aujourd'hui, il faut que j'ai une expérience internationale pour venir compétir dans mon pays. C'est très bien. Mais c'est ce qui se passe. Il s'agira de Rio Tinto, d'ExxonMobil, de Bolloré, de Lafarge, etc., etc. Je ne veux pas en citer tout, je dis simplement comme ça que ça, c'est les instruments qui sont envoyés sur le terrain pour cueillir le fruit après que tout a été organisé, orchestré pour que le fruit soit mûr. Au terrain démographique, vous savez, nous sommes bien. Sauf que nous avons une faiblesse de taille. L'Occident a une masse de consommateurs super riches. L'Asie a une masse de consommateurs riches. L'Afrique a une masse de consommateurs super pauvres. Parce que tout a été exploité, n'est-ce pas? Donc, sur ce terrain, même comme nous sommes meilleurs, nous sommes perdants. Et il est important que vous le sachiez. Nous sommes perdants sur ce terrain. Sur le terrain du savoir, vous savez que nous avons pris un retard abyssal. Lorsque je dis que nous avons pris un retard abyssal, je ne voudrais pas dire que nous croyons que ce retard ne peut pas être rattrapé. Ça peut être très rapidement rattrapé. Il faut seulement faire un constat que nous avons pris un retard abyssal. Au niveau de l'alphabétisation, nous avons le taux d'alphabétisation le plus faible du monde. Ça veut dire que l'Afrique continue à subir la bataille. Mais, toujours sur le terrain de savoir, je me réfère au brevet. L'inscription de brevet, c'est quand même explique comment les scientifiques,
les innovateurs se développent et comment ils peuvent prendre l'avance. Et pour l'inscription de brevets, vous savez, vous voyez la Chine, elle est très loin devant, elle a déjà dépassé les États-Unis. 5 ans après, elle n'était pas là, donc nous avons possibilité de rattraper le retard. Les États-Unis et les autres puissances, simplement, dans cela, vous ne voyez pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que le peu que nous faisons, c'est trop faible pour pouvoir signifier sur le tableau. Donc, nous perdons encore sur ce terrain. Sur le terrain du budget de recherche, là encore, nous n'existons pas. Le champion, toute catégorie, c'est les États-Unis. Après vient la Chine. Après le Japon. La France et toutes les grandes économies mondiales. Sur ce terrain, nous perdons la bataille. Mais si je vais au terrain de ressources naturelles, une fois encore, nous avons toutes les potentialités. Nous pouvons gagner la bataille là-bas, mais seulement, il nous manque l'élément essentiel, c'est le savoir. Il nous manque l'élément essentiel, c'est la technologie. Il nous manque l'élément essentiel, c'est notre capacité de travail. Parce que n'oubliez pas que l'Occident nous a dit de travailler 40 heures. Alors qu'avant qu'il n'atteigne ce niveau, il travaillait 108 heures. N'oubliez surtout pas. Et qu'est-ce que nous allons faire pour rattraper ce retard? That is the question mark. Maintenant, sur le terrain économique, nous avons, au niveau de ressources naturelles, toutes les potentialités. Toutes ces potentialités, nous les avons. Nous en faisons quoi? Comment nous pouvons les exploiter? Ça, parce qu'il nous manque un certain nombre de choses. Donc, encore une fois de plus, avec toutes ces capacités, nous perdons la bataille. Au niveau donc de la distribution de richesses, complètement, vous allez voir, l'Afrique, c'est ce qui est pointé en bleu au tout bas là. Pendant que tous les pays augmentent de façon exponentielle leurs revenus, leurs richesses, l'Afrique reste stable depuis 50 ans. Et cela veut dire que nous avons quelque chose à faire. Au niveau du commerce mondial, je ne veux pas en parler parce que c'est désolant, puisque notre part représente seulement 2%. Notre part représente seulement 2%. N'oublions pas que nous aurons 2 milliards de population, c'est-à-dire le tiers de la population mondiale. Bientôt, avec 2% de revenus de distribution de richesse mondiale. Où allons-nous? Sur ce terrain encore, ils perdent toute la bataille. Sur le terrain militaire, vous comprenez, c'est dominé par la Chine, la France, le Royaume-Uni. Mais ce qui est plus grave, et ça, nous devons le savoir, ce qui est plus grave, c'est que beaucoup d'États africains ne savent même pas produire les cartouches des simples pistolets. Ne veulent même pas promouvoir la production des cartouches des simples pistolets, sous des fallacieux prétextes. Oh non, avec ça on va faire le coup d'État. Mais seulement, la France fait faire cela par Dassault, une société privée, mais sous le contrôle permanent de l'État, ce qui ne permet pas à Dassault de faire des déviations. Mais les entreprises, l'État aussi peut créer des entreprises pour fabriquer au moins les armes, parce qu'il faut bien que sur ce terrain, si nous voulons nous défendre, on est en champ de bataille. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que le champ de bataille économique est un champ de bataille trop important pour qu'on le néglige. Ce champ de bataille, nous n'avons pas le droit de rester inoffensifs. Bien sûr, sur le terrain militaire, vous l'avez vu, vous l'avez observé. Et enfin, il reste un dernier terrain où nous sommes toujours, c'est le terrain de l'information. Je vous ai parlé tout à l'heure des médias, mais je voudrais venir vous parler d'autre chose. Dans les années 70,
Il était dit, this country is the hopeless country. Hopeless. C'est-à-dire, c'est un continent sans espoir. Mais pourquoi on avait dit c'est un continent sans espoir? Parce que en Europe, en Occident, on était en plein emploi. On avait besoin de la main-d'œuvre, qualifiée ou non, pour pouvoir développer cette économie. Il fallait lancer des messages pour dire ne restez pas dans un continent sans espoir, venez chez nous. Et après, dans les années 90, il y a la crise économique qui s'est vue aussi en Europe. Alors, le langage va changer. L'Afrique est un continent d'espoir. L'Afrique est un continent de demain. L'Afrique, il fait bien vivre, etc., etc. Donc, les messages sont livrés simplement en fonction des intérêts économiques des nations. Parce qu'on est en guerre, on ne peut pas leur reprocher ça. Ce que nous pouvons reprocher, c'est que nous-mêmes, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ces messages et on y croit. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas de médias? Oui, nous avons quelques médias panafricains et des médias à l'intérieur de notre pays, de nos différents pays en Afrique. Nous avons par exemple Vox Africa, Africa 24, Africa Number One et Africa Card. Mais qu'est-ce qui se passe? Les capitaines d'industrie qui sont dans cette salle, ces grands entrepreneurs, quand ils vont faire leur message, ils vont où? À CNN, à TF1, etc., etc. Et après, il dit, pourquoi les chefs d'État, les leaders des États, ils font leur communication. Ils vont où? Dans ces médias. Et après, il dit, les médias africains n'ont pas d'audience. Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'audience lorsqu'on ne lui donne pas l'information? Comment voulez-vous que quelqu'un ait l'audience lorsqu'on ne lui donne pas la priorité? Or, vous ne verrez jamais la Russie donner des messages importants en dehors de Russia Today. La France utilise TF1 24. Ce qui est pire, et vous allez pouvoir l'observer, c'est que presque dans tous les aéroports africains, je les fréquente tous les jours on voit France 24, lorsqu'on est en zone francophone. Lorsqu'on est en zone anglophone, CNN. Alors que tout le monde sait, à moins que je me trompe, que ça c'est pour véhiculer des messages contre nos intérêts, contre nous. De là, on doit se poser une seule question. À quand l'Afrique? Et je dirais, pour faire qu'il faut un réveil urgent. Je voulais même paraphraser le professeur Maurice Kamto, parce que dans un de ses livres, il disait « urgence de la pensée ». Je dirais aujourd'hui « urgence d'action ». Parce que à l'urgence de la pensée, il y a l'urgence de l'action. Nous avons une population. Si nous l'éduquons, si nous lui donnons le savoir qu'il faut, nous pouvons gagner toutes les batailles. Donc, dans ces conditions, l'Afrique doit pour mon part agir sur 4 fronts. Le premier front est le front de l'éducation. Et là, encore une fois de plus, avant d'aller plus loin, je m'en vais citer le professeur Jacques Famé-Dongo. Dans son interview, il dit ceci: il faut casser le cloisonnement entre l'entreprise et l'éducation. Il faut redonner une nouvelle image à l'éducation. Et cette fois-ci, il cite le chef de l'État. Il faut transformer notre système éducatif en un système productif. Mais c'est quoi transformer notre système éducatif en système productif? J'ai quelques mots à vous dire. Je crois qu'il faut une éducation du savoir, du savoir-faire et du savoir-être citoyen.
s'il y a une éducation de savoir, du savoir-faire et du savoir-être citoyen, nous allons pouvoir créer les conditions optimales pour pouvoir arriver à notre développement. Pour cela, c'est quelle éducation? Il faudra tout de suite abandonner l'éducation de récitation que nous avons héritée de la colonisation pour adopter l'éducation moderne qui est l'éducation du questionnement. Et pour cela, il faut prendre le questionnement depuis le très bas âge, c'est-à-dire depuis avant l'âge de 7 ans. Et je voudrais vous citer la théorie des jésuites. Ils disent, en général, si vous voulez que je fabrique un chrétien pour la vie, donnez-le-moi avant l'âge de 7 ans. Parce que c'est à ce moment, et à ce moment précis, qu'effectivement, il lui donne toute la manière de penser. Nous avons un devoir. Vous savez, nos universités africaines, globalement, ne figurent pas dans les 100 premières. Et même dans les 500 premières, nos universités, il y en a 4. 3 en Afrique du Sud, 1 en Égypte. Je veux dire, nous avons un travail et nous devrons pouvoir le faire. Le défi technologique. Ce défi, il s'agit en définitive de, comme le ministre Famé Ndongo a dit plusieurs fois dans ce discours, il faut développer l'enseignement technique, l'enseignement scientifique, l'enseignement, l'ingénierie, pour donner une masse suffisante à l'économie pour lui permettre de se propulser. Il faut, j'en dis, augmenter le budget de la recherche. Sur le plan économique, il faut que nous exploitons intelligemment nos richesses. Et nous pouvons le faire. Et je le disais dans une de mes publications, quelle Afrique en 2050? Et je le décrivais, je voudrais bien encore une fois décrire avec vous. Il faut que nous exploitions de façon intelligente. C'est quoi exploiter de façon intelligente? Nous savons que les autres ont le savoir. Et si nous voulons le win-win game, c'est-à-dire un partage équitable, comme nous sommes en position de faiblesse, nous pouvons décider que dans une première phase, nous n'allons avoir que le tiers de ce que nous produisons, de ce qui est dans notre sous-sol ou sur notre sol. Mais la programmation doit être faite pour qu'on sache peut-être que dans 10 ans, nous aurons la moitié. Ça, c'est le tiers. Dans 10 ans, nous aurons la moitié, c'est sûr, à la deuxième phase. Et que, peut-être dans 20 ans, 30 ans, pourquoi pas, c'est pas long, c'est eux qui auront le tiers et nous aurons le 2 tiers. Et ça, c'est ce qu'on appelle le win-win game. Est-ce qu'on ne peut pas penser à cela et mettre cela en marche? Je voudrais arriver sur un point qui en général est sensible. Il s'appelle gouvernance. Mais qu'est-ce que je recommande? Parce que ça, c'est le plus important. Je recommande d'abandonner la démocratie occidentale. Adopter la démocratie africaine. Parce que cette démocratie africaine a beaucoup de ses vertus. La première des vertus, c'est l'esprit d'indépendance. Et pour évoluer, il faut être indépendant. La deuxième, c'est la libération de la pensée. Nos pensées doivent être libérées. Et la troisième, la consultation et le respect du peuple. C'est ce qui existait chez nous. Et cela me fait tellement plaisir que juste dernièrement, il y a moins de 2 semaines, quand je lisais un journal, Mutation, j'ai retenu une chose de l'ambassadeur Claude Altenmatt de la Suisse. Il dit, et il a soutenu l'idée que la démocratie africaine est la meilleure au monde et que l'Afrique n'a pas besoin de rechercher des modèles de démocratie ailleurs.
Parce que chez nous, c'est ça qu'on applique. Chez nous, on est bien avec cette démocratie. Enfin, tout ceci a quoi à faire avec PK Focam Award? Oui, il y a un lien. Il y a un lien. Et le lien, le professeur Jean-Famé Ndongo le trace lui-même. C'est la raison même pour laquelle il est là. Il s'agit de sonner le glas de l'urgence de réveil africain, de magnifier l'excellence, de redonner l'espoir aux jeunes, de redonner le goût de vivre, de redonner le goût de la recherche, le goût de l'innovation. Et si tout cela, la recherche, l'innovation, le travail, et cela est compris, alors nous avons des chances de gagner nos batailles. Mais pour y arriver, j'ai un problème. Mon plus gros problème, je l'ai découvert quand j'ai visité la Chine. Quand j'avais visité la Chine il y a peut-être 25 ans, je me suis trouvé en face d'une carte du monde. Et on me dit, ça c'est la carte du monde. Et ça n'avait rien à voir avec la carte que j'ai toujours vue et qu'on m'a toujours enseignée. Je me suis posé, et la Chine était au milieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Je rentre, je retrouve cette carte. C'est celle qu'on m'enseigne. Sauf qu'il y a deux détails. Le premier, c'est que l'Europe est assise sur l'Afrique. Ce qui veut dire qu'elle est dans la situation de domination. C'est une carte fabriquée par l'Europe. Elle le fait exprès parce qu'elle a une vision. Qu'est-ce que je fais pour dominer l'Afrique? Elle est assise sur l'Afrique. Et l'Afrique même qui est ici un peu au centre du monde, personne, aucun Africain ne se rend compte qu'il est au centre du monde. Mais j'ai pensé que cette carte, pour moi, en tant que chercheur, n'est pas bonne. Et que l'Afrique doit refaire sa propre carte avec sa propre vision. Et pour refaire sa propre carte avec sa propre vision, j'ai élaboré pour vous une autre carte de l'Afrique que je recommande. Pourquoi pas? Et pourquoi c'est pas ça qu'on va enseigner à nos étudiants? Sur ce, Monsieur le ministre, Messieurs les membres du gouvernement, je ne veux pas vous tenir très longtemps. L'Afrique est dans un terrain de jeu de guerre. Nous devons fabriquer nos citoyens pour mener cette guerre et la gagner. Je vous remercie. Merci. Je vous invite à faire une stand ovation parce que je pense... Madame, Monsieur, tout à l'heure, en annonçant les autorités qui nous accompagnent cet après-midi, j'ai oublié de vous signaler la présence, pourtant très remarquée, du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur Jean-Pierre Fogui, qui est ici à ma gauche. Et je voudrais que nous lui témoignons justement notre satisfaction de l'avoir parmi nous cet après-midi. Madame, Monsieur, nous allons passer à une autre phase de cette cérémonie. Cette phase-là, elle est davantage intellectuelle. Nous allons avoir un moment d'échange avec le fondateur de cette université. Mais avant, j'aimerais
Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général du RDPC, Monsieur Francis Nana, président du jury du PIC FOCAM Award, vous inviter à changer de place pour vous mettre face à l'écran pour pouvoir suivre cette présentation que fera pour nous le fondateur de cette institution, le docteur Paul Fokam Kamonier. Nous aurons, après cette présentation, comme déjà signalé, le discours du ministre de l'Enseignement supérieur. Et ce discours viendra clôturer la première phase de cette cérémonie et nous permettra d'entrer dans la seconde phase. Cette seconde phase sera justement consacrée aux awards. Et cette phase sera ouverte par un mot du président du jury, M. Francis Nana, et nous procéderons par la suite à la remise des prix. Je sais que la cérémonie semble solennelle et protocolaire, mais je voudrais vous inviter à vous sentir à votre aise, un peu comme le fait actuellement le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a reconnu dans la salle des anciens collègues du gouvernement. Je note le ministre Etame Massoma, qui est là. Je note le président du MRC, le professeur Maurice Kamto, qui est là. Je note aussi la présence de M. Bernard Messenga-Avom, l'ancien ministre des Travaux publics, qui est là. J'ai cru apercevoir également le directeur général de la CNPS. D'où je suis, je ne vois pas tout le monde, donc je ne me permettrai pas de tous vous citer. En tout cas, l'université vous remercie pour votre présence. À présent que les uns et les autres sont installés, vous me permettrez de donner la parole au docteur Paul Fokam pour son keynote address. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Famedongo, merci d'être là. Merci d'avoir fait l'honneur pour cette institution qui est la vôtre. Je me rappelle, c'est vous qui avez mis tout en œuvre pour me rappeler qu'il faut que je vienne pour accélérer la mise en place de cette institution. C'est rare pour le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est rare même pour le Cameroun. Et ceci mérite d'être souligné. Cette université a pour but, cette institution a pour but de vous aider dans votre mission impulsée par le chef de l'État, de promouvoir l'enseignement supérieur, de promouvoir un niveau d'enseignement supérieur digne de ce nom, capable de rivaliser toutes les autres institutions du monde. Et je vous en remercie et vous en félicite. Je suis convaincu, Monsieur le ministre, qu'il sera possible que vous restiez longtemps à la tête de ce département pour nous aider à continuer cette œuvre que le président Paul Biya a voulu que nous continuions ensemble. Monsieur le vice-premier ministre, secrétaire général, la population, la plus grande masse de consommateurs du monde. Est-ce pas normal qu'on puisse s'intéresser sur ce marché? Le deuxième élément important, c'est quand même les réserves. Les ressources naturelles, nous les avons. C'est en fait nous qui les possédons. Et nous les possédons toutes. Si je parle de réserves d'or, c'est encore l'Afrique qui a 40% des réserves mondiales. Si je parle de réserves de cobalt, c'est encore l'Afrique qui a 60%. Platine, c'est encore l'Afrique qui a 90%. Et si je veux continuer, je voudrais dire, vous présenter totalement la carte du monde de réserve et vous allez voir que l'essentiel se trouve en Afrique. Il est donc normal que le terrain de jeu, que le terrain de combat, parce que quand je parle de jeu, il faut comprendre combat, se trouve en Afrique.
Mais il y a aussi que ce n'est pas seulement ça. Nous avons une diversité culturelle qui est l'une des meilleures diversités culturelles. Nous avons la forêt, beaucoup n'en ont pas. Nous avons la savane, nous avons le désert, nous avons les plateaux, nous avons les montagnes. Qui dit mieux? Personne. L'Afrique le dit, mais nous ignorons que nous les avons tous là. Et qu'avec ça, nous pouvons aller plus loin. Une fois j'ai planté les décors, je voudrais qu'on se mette d'accord sur une chose. En fait, que sont les acteurs? Que sont les acteurs? Ou plutôt, je voudrais me reprendre autrement. Qui est la proie? Et qui sont les prédateurs? La proie, bien entendu, c'est l'Afrique, puisque je vous l'ai présenté. Mais les prédateurs, c'est qui? En réalité, c'est toutes les grandes puissances économiques mondiales. Je ne veux qu'en citer que quelques-unes. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, et j'en passe, la Russie. Pourquoi? Parce que elles ont la puissance militaire, elles ont la puissance du savoir, elles ont la puissance technologique. Nous devrons nous rendre compte, nous, que nous entrons en guerre avec des gens qui sont techniquement au point, scientifiquement au point, et que nous sommes derrière. Mais est-ce que ça veut dire que nous devrons fuir la guerre? Ma réponse est non, non et non. Mais quels sont les instruments qu'ils utilisent? Et ça, c'est très important. Les instruments sont tous là. Le premier instrument, c'est ce qu'on appelle la coopération internationale, avec tout ce que vous avez. Parce qu'on fait cette coopération internationale en disant « c'est pour votre bien ». Mais il faut mettre entre guillemets cette coopération, c'est ces organisations internationales, c'est l'ONU, c'est le PNUD, c'est l'UNESCO, c'est l'UNICEF, et j'en passe, parce qu'il y en a plein. Quel est leur objectif? Nous allons pouvoir en discuter plus longuement. Mais sachez au moins qu'ils ont un seul objectif. Transformer notre esprit. Transformer notre esprit pour regarder que les normes qu'elles ont établies, pour nous empêcher d'avoir nos propres normes, pour nous conditionner l'esprit de telle sorte que nous devenons des simples moutons dans le jeu. Mais comme on ne peut pas le faire seulement avec ces puissances, ils utilisent d'autres instruments encore plus puissants. C'est ce qu'on appelle les médias. Et vous le connaissez aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux, les WhatsApp, pour nous envoyer tout ce qu'ils veulent, en contradiction avec notre propre culture. Mais aussi, il y a surtout les grands médias qui arrosent l'Afrique. CNN, BBC, France 24, CCTV, I24 ou I24, Al Jazeera. Quelle est la mission de ces organes? Leur mission, c'est, j'ai oublié Russia Today, parce que c'est très important Russia Today. Leur mission, c'est de nous faire admettre, inculquer en nous leur pensée. Et vous savez, lorsque vous arrivez à penser comme l'autre, tout de suite, vous devenez inférieur. Vous n'existez plus. Vous devrez avoir une autonomie de pensée pour pouvoir permettre. Or, ils mettent tous ces instruments à notre disposition pour penser comme eux. Qu'est-ce que nous faisons sur ce terrain? Nous ne faisons pas encore grand-chose. Mais, pour terminer, parce que ça, c'est les médias, parce que ça lance des messages. Mais il faudrait s'assurer que ces messages vont à l'endroit où on veut que ça aille. Cet endroit, on envoie maintenant ce qu'ils ont appelé les ONG. Pour fouiller les campagnes, apprendre vos langues,
et dicter ce que l'Occident a bien voulu que nous ayons, pour que dans tout le cas et dans les orientations que nous avons, cela se passe exactement comme ils veulent. Ils vont nous donner leurs normes de vie. Ils vont nous transmettre leur culture. Ils vont nous aider à comprendre que nous ne sommes que des demi-hommes et que nous ne pouvons survivre que s'ils apportent de l'aide à nous. Voilà les autres instruments. Ensuite, il y a d'autres instruments que je pourrais appeler plus puissants et plus importants. C'est ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods, qui sont des arbitres partiaux, qui sont là pour organiser les choses de telle sorte que ça soit en faveur des grandes puissances économiques. Parce que c'est ces grandes puissances économiques qui les financent. Parce que c'est ces grandes puissances économiques qui leur donnent les moyens de survie. Il me semble normal, je ne les en veux pas, qu'ils pratiquent la politique de ces grandes puissances. C'est comme ça qu'on peut voir qu'on nous impose, à tort ou à travers, les plans d'ajustement structuraux, les politiques économiques, les politiques de Rostov. Mais je voudrais parier, si quelqu'un a déjà vu un pays qui se développe avec ces plans d'ajustement structuraux, alors je serais heureux de connaître ce pays-là, parce qu'à ma connaissance, je n'en connais pas du tout. Ça n'existe même peut-être pas. Maintenant, une fois le terrain est organisé, arrangé, mais il faut cueillir le fruit. Il faut cueillir le fruit. Mais qui va cueillir le fruit? On envoie donc ce qu'ils ont appelé leurs entreprises multinationales. Et on nous fait mettre même dans nos appels d'offres, il faut avoir l'expérience internationale. Ce qui voulait dire que je suis né aujourd'hui, il faut que j'ai une expérience internationale pour venir compétir dans mon pays. C'est très bien. Mais c'est ce qui se passe. Il s'agira de Rio Tinto, d'ExxonMobil, de Bolloré, de Lafarge, etc., etc. Je ne veux pas en citer, je dis simplement comme ça que ça, c'est les instruments qui sont envoyés sur le terrain pour cueillir le fruit après que tout a été organisé, orchestré pour que le fruit soit mûr. Au terrain démographique, vous savez, nous sommes bien. Sauf que nous avons une faiblesse de taille. L'Occident a une masse de consommateurs super riches. L'Asie a une masse de consommateurs riches. De RDPC, messieurs les ministres, monsieur et madame les membres du corps diplomatique, messieurs les chefs d'entreprise, capitaines d'industrie au Cameroun et en Afrique, merci d'être là. Merci de soutenir cette institution. Merci d'être toujours à nos côtés. Je ne saurais dire combien de fois je suis heureux de participer avec vous à cette aventure. Je voudrais surtout remercier les ONG, les institutions internationales, les fondations qui ont voulu donner la bourse à des étudiants de cette institution. Une fois de plus, merci. Sur ce, je ne voudrais pas beaucoup prendre le temps pour ce remerciement. Je voudrais descendre pour me mettre plus à l'aise afin de donner ce qu'on a appelé le keynote address. Merci. Comme vous pouvez le remarquer, we are in a bilingual country. Normally my speech should be in English and in French, but we are not going to do so. We are going to have the presentation
in English and my address is in French, only because 80% of the audience is speaking French. That's why I am going to address to do everything in French, knowing that if at some period there is some explanation in English, please, I am going to do it. Please excuse. We are going to start by what is called Africa, a global playground. It's about l'Afrique, terrain de jeu mondial. Et comme vous pouvez le remarquer, tous les drapeaux sont plantés sur l'Afrique. Ça voudrait dire tout le monde, toute la guerre se joue sur le terrain de l'Afrique. Toute la guerre économique se joue sur le terrain de l'Afrique. Et nous, Africains, nous avons une obligation de le savoir. Ceci permet d'avancer plus loin et de vous dire quelque chose. Vous savez, sur ce terrain, il y a ce qu'on appelle les enjeux. Pourquoi sommes-nous sur ce terrain? Pourquoi devrons-nous être là? En fait, quels sont les acteurs de ce terrain? La réalité, il y a des acteurs, il y a des enjeux. Et ensuite, quels sont les instruments utilisés pour pouvoir faire cette guerre? Et enfin, quel est le terrain de jeu? Où est le terrain de jeu? Le terrain de jeu se trouve où? Et je terminerai par vous dire, en fait, je pense qu'il est important, indispensable, que l'Afrique puisse prendre conscience de l'existence de ce jeu qui se joue sur son terrain et prendre part à ce jeu qui se joue sur son terrain. En fait, le jeu, on se bat pourquoi? Quelle est la raison d'être du combat qu'on veut mener? Le premier, vous savez, c'est généralement des combats économiques. Le premier, c'est la masse de consommateurs. Et comme vous le savez, l'Afrique a normalement déjà 1,3 milliard et composé essentiellement des jeunes. Ce qui veut dire un marché qui va durer plus longtemps. Composé essentiellement de jeunes, un marché qui va durer plus longtemps. Je voudrais ajouter qu'en 2050, les prévisions de l'organisme international chargé de la population prévoient qu'on sera à 2 millions. Ça veut dire qu'on sera la plus grande masse de l'Afrique a une masse de consommateurs super pauvres parce que tout a été exploité, n'est-ce pas? Donc, sur ce terrain, même comme nous sommes meilleurs, nous sommes perdants. Et il est important que vous le sachiez. Nous sommes perdants sur ce terrain. Sur le terrain du savoir, vous savez que nous avons pris un retard abyssal. Lorsque je dis que nous avons pris un retard abyssal, je ne voudrais pas dire que nous croyons que ce retard ne peut pas être rattrapé. Ça peut être très rapidement rattrapé. Il faut seulement faire un constat que nous avons pris un retard abyssal. Au niveau de l'alphabétisation, nous avons le taux d'alphabétisation le plus faible du monde. Ça veut dire que l'Afrique continue à subir la bataille. Mais, toujours sur le terrain de savoir, je me réfère au brevet. L'inscription de brevet, c'est quand même explique comment les scientifiques, les innovateurs se développent et comment ils peuvent prendre l'avance. Et pour l'inscription de brevet, vous savez, vous voyez la Chine, elle est très loin devant, elle a déjà dépassé les États-Unis. 5 ans après, elle n'était pas là, donc nous avons possibilité de rattraper le retard. Les États-Unis et les autres puissances, simplement, dans cela, vous ne voyez pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que le peu que nous faisons, c'est trop faible pour pouvoir signifier sur le tableau. Donc, nous perdons encore sur ce terrain. Sur le terrain du budget de recherche, là encore, nous n'existons pas.
Le champion, toute catégorie, c'est les États-Unis. Après vient la Chine. Après le Japon. La France et toutes les grandes économies mondiales. Sur ce terrain, nous perdons la bataille. Mais si je vais au terrain de ressources naturelles, une fois encore, nous avons toutes les potentialités. Nous pouvons gagner la bataille là-bas, mais seulement, il nous manque l'élément essentiel, c'est le savoir. Il nous manque l'élément essentiel, c'est la technologie. Il nous manque l'élément essentiel, c'est notre capacité de travail. Parce que n'oubliez pas que l'Occident nous a dit de travailler 40 heures. Alors qu'avant qu'il n'atteigne ce niveau, il travaillait 108 heures. N'oubliez surtout pas. Et qu'est-ce que nous allons faire pour rattraper ce retard? That is the question mark. Maintenant, sur le terrain économique, nous avons, au niveau de ressources naturelles, toutes les potentialités. Toutes ces potentialités, nous les avons. Nous en faisons quoi? Comment nous pouvons les exploiter? Ça, parce qu'il nous manque un certain nombre de choses. Donc, encore une fois de plus, avec toutes ces capacités, nous perdons la bataille. Au niveau donc de la distribution de richesses, complètement, vous allez voir, l'Afrique, c'est ce qui est pointé en bleu au tout bas là. Pendant que tous les pays augmentent de façon exponentielle leurs revenus, leurs richesses, l'Afrique reste stable depuis 50 ans. Et cela veut dire que nous avons quelque chose à faire. Au niveau du commerce mondial, je ne veux pas en parler parce que c'est désolant, puisque notre part représente seulement 2%. Notre part représente seulement 2%. N'oublions pas que nous aurons 2 milliards de population, c'est-à-dire le tiers de la population mondiale. Bientôt, avec 2% de revenus de distribution de richesse mondiale. Où allons-nous? Sur ce terrain encore, ils perdent toute la bataille. Sur le terrain militaire, vous comprenez, c'est dominé par la Chine, la France, le Royaume-Uni.